Bonjour à tous. Donc, rappel pour ceux qui sont en train de s'asseoir, idéalement, il faut mettre des écouteurs. Vous avez le code. Ah ben voilà, impeccable. Donc, on va vous présenter en fait un sujet qui prend de plus en plus d'importance de manière générale pour toutes les activités humaines, mais aussi pour les milieux naturels, qui est l'eau. Mais on va faire un focus sur la partie eau et industrie. D'accord ? C'est quelque chose, c'est un déroulé, en fait, un raisonnement qui peut s'appliquer à pas mal d'autres activités. Mais là, on va essayer de parler plus particulièrement de l'industrie et donc notamment du rôle de l'eau comme levier de performance globale. Alors, vous avez vu donc Jean-Emmanuel Gilbert, Stéphane Gilbert, mais comme on dit tout le temps, ni frère, ni cousin, ni marié, ni concubin. Nous sommes associés et nous avons co-créé en fait la société Aquacé. Mais c'est un hasard en fait, et on a deux, on va dire, origines scientifiques et techniques qui sont complémentaires. Alors Aquacé, vraiment en quelques mots, donc c'est une entreprise que nous avons créée il y a une dizaine d'années déjà et qui est vraiment spécialisée sur l'efficacité hydrique, la transition hydrique, ce qui signifie améliorer de manière générale la gestion de l'eau, réduire les risques et superviser les infrastructures et les usages de l'eau. C'est vraiment une approche globale. On a très rapidement 3 types d'interactions avec nos clients. Premier métier, ce sont des études de terrain, d'accord. Le deuxième, c'est le pilotage de la performance. On le fait au travers de l'analyse de données. Et le troisième, c'est de l'accompagnement stratégique. La quasi-totalité de nos clients sont des très grands comptes industriels dans tout type de secteur, puisque toutes les activités en fait, humaines utilisent de l'eau d'une manière ou d'une autre. Et pour notre système de données, en fait, nous collectons actuellement et traitons 26 millions de données par jour. Et notre système d'analyse de données est déployé dans 23 pays dans le monde. Voilà, donc ça c'était simplement pour vous dire d'où nous parlons, qui nous sommes. Ça fait 10 ans qu'on fait ce métier, notamment dans l'industrie, dans la grande industrie. Et ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est justement une partie de ces 10 années d'expérience et cette manière peut-être un peu originale de considérer les enjeux eau. Alors pourquoi parler de transition hydrique comme il y a eu une transition énergétique? Parce qu'on peut se dire, ouais mais en fait l'eau il y en a partout sur Terre, alors pourquoi est-ce que ça nous manquerait? Alors premier point, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'eau dans les derniers milliards d'années en termes de quantité. Et alors oui, il y a de l'eau partout, mais en fait si vous ne le savez pas, il y a un institut américain qui s'est amusé à regrouper toute l'eau sur Terre pour voir ce que ça donnait. Et en fait toute l'eau sur Terre ça donne ça. Donc la plus grosse bulle que vous voyez en haut à gauche là, en fait ça c'est la quasi-totalité, c'est de l'eau de mer. Okay. Donc la petite bulle à côté, ça c'est toute l'eau douce. Okay, mais une grande partie de l'eau douce n'est pas du tout disponible parce que vous l'avez dans les pôles par exemple et vous les avez aussi dans des nappes très très profondes. Et en fait le tout petit truc que vous n'avez pas remarqué au départ, ça c'est l'eau douce disponible. D'accord ? Donc vous voyez qu'en fait la totalité des activités humaines sont basées sur quelque chose, une ressource qui est en fait très fine, très légère. Okay ? En plus elle est très mal répartie. Entre le Canada et le Sahara, il y a des très grandes différences. Et bien sûr mal répartie en termes de, non seulement en termes géographiques, mais en termes annuels, entre les saisons sèches et les saisons pluvieuses. Alors cette petite bulle, il aurait fallu y porter une grande attention pour voir justement la protéger. Mais hélas, au travers de l'anthropisation, par exemple tout ce qui va être imperméabilisation des sols, au travers de la surconsommation, on a augmenté les activités humaines, on les a concentrées comme dans des grandes agglomérations ici en région parisienne, plus la dégradation avec une pollution généralisée, on était déjà dans des endroits qui étaient très fortement en tension au niveau de l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on rajoute à ces tensions-là le changement climatique qui, lui, provoque des aléas, des variations très très fortes. Et là, vous avez vu dans les 3 dernières années, 2 années de sécheresse, 1 année d'inondation. D'accord ? Et là, on repart en sécheresse. Donc, vous voyez qu'on était sur un système qui était déjà en tension. Et sur ce système en tension, on est en train de rajouter des aléas. Se rajoute un autre paramètre qui est très important pour l'industrie et qui est le coût global de l'eau. Et qui est un paramètre non pas négatif comme les autres, un paramètre physique, mais un paramètre économique qui, pour le coup, peut être perçu comme positif. Alors, la grande problématique qu'a rencontré l'industrie, bien sûr, comme tout le monde en France, c'est qu'ici, vous avez l'exemple de août 2022. On pensait que les arrêtés sécheresse, c'était uniquement dans les régions, dans les départements qui étaient historiquement concernés par la sécheresse. Et là, vous voyez, toute la France, grosso modo, est dans le rouge. C'est-à-dire que ça se traduit très concrètement par des arrêtés sécheresse avec des interdictions. Donc, ça veut dire des arrêts de production ou des réductions de production. Et là, vous voyez, vous commencez à percevoir ce qu'on appelle le coût global de l'eau, parce que ça, c'est un coût de l'eau. Quand je ne peux pas produire, je perds du chiffre d'affaires, c'est un coût de l'eau. Ok, donc pour parler de manière extrêmement rapide, on est sur une tendance long terme qui est mauvaise, mais ce qui impacte directement les activités humaines et bien sûr les milieux naturels, ce sont les aléas. Et ça, ce n'est pas un enjeu en 2050 ou en 2100, c'est un enjeu qui a déjà commencé. En fait, c'est déjà un enjeu immédiat.
L'autre point qui est très important, c'est que contrairement par exemple au carbone, l'eau c'est un enjeu ultra local. C'est-à-dire qu'en fait, vous dépendez totalement d'une masse d'eau qui est à côté de vous et vous allez impacter une autre masse d'eau qui est à côté de vous. Ce qui se passe beaucoup plus loin, à 100, 300 km, ça vous concerne généralement pas du tout. Donc un enjeu pour les acteurs industriels, c'est de commencer à étudier leur contexte hydrique. Quelles sont les ressources, quels sont les autres usagers avec lesquels éventuellement je vais rentrer en concurrence, quelles sont les infrastructures et la gouvernance de tout ça. Bien sûr, les milieux naturels dans lesquels tout ce système humain baigne, et là-dedans, le changement climatique. Aujourd'hui, ça se passe comme ça, mais d'ici 2030-2040, comment ça va se passer? Quelles sont les conséquences économiques de cette déstabilisation complète du système eau? En fait, l'eau, elle est utilisée pour tout, pas simplement pour l'eau potable et l'industrie, mais pour le transport, pour l'agriculture, etc., etc. Si vous touchez à l'eau, vous touchez à tout ça. Donc vous avez en fait une étude de 2019 de l'ONU qui établit que en fait, 45% du PIB mondial est en risque uniquement par rapport à la question eau. D'accord ? 2050, ça veut dire qu'en fait, on a déjà commencé à taper dans l'iceberg, on va avoir les aléas. Donc vous voyez que l'impact, il est gigantesque. Ok. Jusqu'à présent, l'eau était perçue comme une ressource dans laquelle on allait taper. Et puis, s'il y avait éventuellement de temps à autre une sécheresse, il y avait des impacts. Mais en fait, ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'eau, quand on est un site industriel, vous êtes concerné par tous ces aspects-là. C'est-à-dire que, par exemple, oui, vous avez en bas à gauche la question, les enjeux du prélèvement, et en bas à droite, les enjeux des rejets. Mais en fait, pendant tout le parcours de l'eau au sein de votre usine, vous allez être impacté au niveau de votre performance. Est-ce que vous utilisez la bonne quantité d'eau, la bonne qualité d'eau? Est-ce que cette eau qui consomme de l'énergie parce que vous avez des pompes, des filtres, etc., que vous devez la chauffer, la refroidir, est-ce que tout ça, c'est performant? Et on voit que là, en fait, l'eau, c'est un enjeu qui est un enjeu global. Donc, l'idée ici, c'est qu'avec les perturbations, notamment climatiques, on commence à attaquer en fait la capacité de production. D'accord? Ok. Donc, du coup, ultra résumé de tout ce que je viens de vous dire, l'eau est un enjeu de performance globale. D'abord économique, parce que grosso modo, on a fabriqué des passoires hydriques comme on avait fabriqué des passoires thermiques. On perd beaucoup d'eau, on perd beaucoup d'argent. C'est une performance industrielle dans votre capacité et la qualité de la production. Et bien sûr, c'est un enjeu environnemental parce que derrière, vous avez un impact en amont et en aval. Donc, coût global de l'eau maintenant, puisqu'on a vu que c'était un enjeu qui était systémique, il est évident que le coût de l'eau, ce n'est pas uniquement les factures dans lesquelles il y a marqué des euros et des mètres cubes, mais c'est aussi tous les investissements et les coûts d'exploitation. Si vous réduisez par 2, par exemple, le nombre de la quantité d'eau utilisée, peut-être que vous allez diviser par 2 le nombre de pompes, le nombre d'osmoseurs, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez un levier. Tous ces appareils consomment énormément d'énergie. De la même manière, si je réduis par 2, je gagne aussi en énergie parce que je vais consommer moins d'énergie. C'est valable pour les réactifs, c'est valable pour le temps de travail, c'est valable pour les emmerdements, c'est valable pour tout ce que vous voulez. Mais en plus, ça va impacter directement les opérations industrielles. Et là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec une problématique environnementale. C'est vraiment dans votre capacité à bien gérer l'eau. Autrement dit, le coût global de l'eau, c'est ça. Vous avez la pointe émergée de l'iceberg qu'on appelle, nous, le coût d'approvisionnement. Donc, c'est là où, effectivement, vous avez des euros, des mètres cubes. Vous avez les coûts directs qui correspondent à tout ce que vous êtes obligé de faire pour utiliser l'eau. Des tuyaux, des gens, de l'énergie, etc. Et ensuite, vous avez les coûts indirects, c'est-à-dire, si à un moment donné, vous avez un problème, toutes les conséquences que ça va avoir. Okay ? Là encore, pour vous donner des ordres de grandeur, les coûts directs, c'est quelques euros le mètre cube. Les coûts indirects, c'est plusieurs dizaines d'euros le mètre cube. Les coûts induits, c'est-à-dire si j'ai des arrêts de production, c'est jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mètre cube manquant. Donc vous voyez que l'effet de levier, en fait, il est énorme. Et qu'il ne faut surtout pas calculer des taux de retour sur investissement sur le prix de l'eau au mètre cube. C'est une aberration. Le prix de l'eau au mètre cube n'a aucun intérêt. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Là encore, si vous êtes une usine qui fabrique du chocolat, de la pharma, si vous êtes un papetier, que votre usine est de 1950 ou de 2020, il faut refaire le calcul en reprenant pas à pas toutes ces évaluations-là. Parce que vous allez tomber sur une variation qui est très importante entre l'usine de chocolat, de la pharma et compagnie. Okay ? Là, c'est plus conceptuel. Ok, donc du coup, par rapport à cet enjeu-là qui est énorme, l'idée c'est de transformer en fait la gestion de l'eau pour s'adapter aux nouvelles situations. Jusqu'à présent, la gestion de l'eau, c'était de dire j'ai besoin de temps, vous avez quelqu'un qui va prendre de l'eau, la traiter, vous l'amener. J'ai pollué, on vous la prend, on la traite et on la rejette. Donc c'était basé sur les traitements. Ok. Nous, on a développé depuis une dizaine d'années une stratégie d'efficacité hydrique, comme il y a eu une efficacité énergétique, et donc nous ne répondons pas à la demande. Nous interrogeons la demande. Vous voulez 10 mètres cubes d'eau osmosée par heure? Pourquoi faire? Et on interroge et peut-être qu'on se rend compte que ce n'est pas 10, c'est 5.
d'accord, etc., etc. Donc là, le métier d'Aquacé, ça va être d'aller cartographier tous les usages et les traitements de l'eau, un par un, pour identifier à quel endroit on peut faire des améliorations. Deuxièmement, reconfigurer les flux. Alors par exemple, c'est quelque chose que l'on a fait avec les déchets. On ne met plus les épluchures de pommes de terre avec les médicaments, le plastique et les couches du bébé, parce que c'est des déchets différents. Dans le domaine de l'eau, on continue à tout mélanger. Et donc en fait, nous disons, à certains endroits, il ne faut pas mélanger pour sortir des phases qui sont très polluées et les traiter en tant que déchets liquides. Et les phases qui sont les moins polluées, peut-être qu'on peut les réutiliser, faire des cascades d'usage, etc. Tout ce qu'on n'a pas pu éviter, il va falloir le traiter, en amont et en aval. Et bien sûr, le niveau zéro, faire la chasse aux fuites et au gâchis. Vous imaginez même pas ce qu'on trouve sur les sites industriels. Bon, ok, ça veut dire qu'on se rend compte que l'enjeu technologique n'est plus en fait le traitement de l'eau. L'enjeu technologique, c'est la connaissance. En fait, c'est l'information. Qui fait quoi avec l'eau sur mon périmètre? J'ai une usine, mais c'est valable dans votre appartement, c'est valable sur un hôpital, c'est valable partout. Qui fait quoi avec l'eau? Qui pollue l'eau? Tant que je ne sais pas ça de manière précise, je n'ai pas de carte, je ne sais pas à quel endroit et à quel moment je dois agir pour réduire en fait à la fois la demande en eau et les rejets. Donc ici, le métier d'Aquacé, ça va être bien sûr de collecter énormément d'informations, de produire des informations complémentaires, parce que la plupart du temps, les sites sont assez mal équipés par rapport à ça. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une carte précise de qui fait quoi avec l'eau. Et donc, on va identifier les points d'amélioration, mais aussi les points de risque. Par rapport à ces points d'amélioration et ces points de risque, on a toute une boîte à outils de solutions organisationnelles ou techniques qui permettent d'agir. D'accord? Et ce n'est pas uniquement avec des gros investissements, comme par exemple dans les dernières années, on a entendu on va mettre de la reroute, etc., etc. Parfois, c'est uniquement de la réorganisation, des changements de procédure, des ajustements, des choses comme ça qui peuvent faire beaucoup. Par rapport à tout ça, l'idée de la stratégie, c'est d'agir le plus possible au plus proche des causes racines. Plus j'agis au niveau de la cause racine, plus le problème est facile à définir et la solution facile à dimensionner. Si j'essaye de sortir du phénol qui est dans mes rejets à la sortie d'une très grosse usine, eh ben, je vais être obligé de traiter toute l'usine, tous les rejets de l'usine. Si j'ai identifié quel était l'atelier qui produisait du phénol, je vais agir au niveau de l'atelier, voire au niveau de l'opération industrielle. Et là, je n'ai pas dilué le phénol avec tout le reste de l'usine. D'accord? Je vous donne des exemples extrêmement rapides parce que le temps passe. Du coup, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un ensemble de préconisations, un petit peu comme le médecin. Vous allez chez le médecin, il ne vous dit pas, voilà, ça c'est le médicament, et puis c'est fini. Il va vous dire, vous arrêtez de fumer, vous allez vous mettre à marcher, vous allez prendre tel médicament, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous avez une prescription. Nous, c'est à peu près pareil. Il y a des solutions techniques, il y a beaucoup de solutions organisationnelles, Stéphane va en parler. Donc on se retrouve avec bien sûr un ensemble d'actions à mener. Et là la question c'est comment est-ce que je vais les combiner, comment est-ce que je vais les hiérarchiser. Petit exemple pour que vous compreniez la position systémique de l'eau. Je suis un industriel, je fais la chasse aux fuites et aux gâchis, je fais des meilleurs réglages, je gagne 30% d'eau. Je suis super content. Moyennant quoi, j'ai flingué ma station d'épuration parce que je n'ai pas agi en même temps sur la charge de pollution. Conclusion, les polluants continuent à être déversés dans les égouts, mais avec 30% d'eau en moins. Ça arrive dans la station d'épuration, j'ai des pics, j'ai des concentrations que je ne sais pas gérer. Donc l'eau, c'est un système. Vous ne pouvez pas, contrairement à l'énergie la plupart du temps, dire j'agis ici, il ne se passe rien autour. Si vous agissez à un endroit, probablement vous avez des conséquences, des fois en amont, des fois en aval. Okay ? Bien sûr, c'est une démarche collaborative parce que l'eau, elle traverse l'usine et l'eau, elle est en interaction avec toutes les équipes. Environnement, maintenance, production, RH, qui vous voulez. Et donc là, il va falloir impliquer les acteurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des extérieurs qui vont changer de pratique. Ce sont les opérateurs, ce sont les équipes. Donc là, il faut être en interaction avec toutes ces équipes. Une fois que vous avez commencé à mettre tout ça en place, idéalement, vous commencez à mettre en place un suivi d'analyse de données de tout ce qui concerne l'eau. Pas simplement les données eau, mais l'énergie liée à l'eau, les réactifs liés à l'eau, les incidents liés à l'eau. Et là, vous avez une compréhension de ce qui se passe. Un des grands problèmes, c'est que ces informations, aujourd'hui, elles sont dispersées dans l'usine et elles sont très hétérogènes. Parce qu'il n'y a pas eu d'intégration, parce qu'il n'y a pas d'approche systémique. Donc du coup, ce que nous, on en a proposé, c'est un métaviseur, c'est-à-dire une sorte de superviseur qui va collecter et intégrer toutes ces données, les fiabiliser, faire tous les calculs pour répondre aux différents besoins des opérateurs. Parce qu'il est évident que ceux qui gèrent la station d'épuration n'ont pas du tout les mêmes besoins ni les mêmes enjeux que ceux qui sont au niveau de la ligne 4 en production. OK. Tout ce que je viens de vous dire, in fine, en 2019, on a eu le très grand plaisir de voir apparaître la norme ISO 46001, qui est justement système de management de l'utilisation efficiente de l'eau, qui est un parallèle en fait avec ISO 50001.
d'accord, qui était sur l'énergie. Et donc là, vous allez avoir toute la méthodologie avec le vocabulaire, etc. etc. Et bon voilà, nous, on enjoint tous les industriels, mais si vous n'êtes pas un industriel, vous devriez le faire aussi, à suivre, à vous inspirer en fait. L'objectif n'est pas d'être accrédité pour la norme, mais de vous inspirer sur une méthode qui fonctionne très très bien. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Hop. Jamais très facile de prendre la suite de Jean-Emmanuel, vu à la vitesse à laquelle ça sort. Et donc, merci Jean-Emmanuel. Donc moi, effectivement, je suis là pour parler plus des retours d'expérience de cette efficacité hydrique et des méthodologies qu'on met en œuvre depuis plus de 10 ans sur plus de 200 sites industriels. Et j'ai cru utile de partager, on a fait un petit bilan de l'année 2024, de ce qu'on avait fait sur 15 sites industriels, dont on voit sur la colonne de gauche le total de leur prélèvement annuel. Donc on voit des sites qui prélèvent très peu d'eau, parce que 37 000 m3 pour un site industriel, c'est très peu, jusqu'à des sites qui en consomment plusieurs millions de mètres cubes. Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus conséquent. Je rappelle qu'effectivement, un mètre cube, c'est une tonne, et que donc 3 millions de mètres cubes, ça veut dire 3 millions de tonnes à se trimballer, quoi. Et donc, effectivement, on voit dans une grande diversité de sites, effectivement, qu'on a réussi à identifier 67 actions qui ont pu aboutir à 1,9 million de mètres cubes évitables, soit une réduction de 27% en moyenne. Pour dire les choses autrement que Jean-Emmanuel, il faut bien se rendre compte que dans un site industriel, l'eau, elle est quotidiennement utilisée pour laver, pour rincer, pour dissoudre, pour diluer, pour chauffer, pour cuire, pour refroidir. Parce que l'eau, en s'évaporant, on fait du froid, c'est juste merveilleux. Et donc, c'est la principale utilisation industrielle de l'eau. C'est le service gratuit rendu par l'eau qui s'évapore et qui fabrique du froid. Et donc, en fait, l'eau, elle est partout. Elle est au carrefour de tous les procédés industriels. Et c'est toujours, après plus de 200 sites, c'est toujours le premier intrant unitaire en tonnes. Par exemple, il faut 2,7 fois plus d'eau que de pétrole brut dans une raffinerie. C'est toujours le cas. L'eau est toujours le premier intrant en quantité unitaire. C'est toujours l'eau parce que ses utilisations sont multiples à cause de ces deux grandes propriétés de solvants. Le dipôle qui solubilise, et puis les propriétés thermiques de l'eau, et donc qui ont une très grande capacité à contenir une énergie très forte avec peu de variation de température, les liaisons hydrogènes, et ce qui permet aussi d'expliciter le fait que quand l'eau s'évapore, elle fait du froid. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que la plupart de ces gains, la très grande majorité de ces gains, 76% de ces 1,9 million de mètres cubes évitables sont liés à réduire. On n'en est pas encore à l'économie aller dans recycler et rajouter encore énormément de technologies derrière pour pouvoir... Moi, je suis ingénieur en traitement des eaux, génie des procédés de traitement des eaux, où je vais empiler tout un tas de procédés allant jusqu'aux membranes qui consomment une énergie dingue pour pouvoir réutiliser cette eau. De tous les sites industriels qu'on a audités un peu partout dans le monde, globalement, on en est tous à réduire. C'est-à-dire d'abord agir sur les causes, agir sur les usages et réduire effectivement ces usages de l'eau à ce dont on a besoin, réellement besoin, et développer la capacité de mettre à disposition au bon moment la bonne quantité à la bonne qualité. Et comme on a une difficulté technique à mettre à disposition cette bonne quantité à la bonne qualité au bon moment, en fait, on surdimensionne absolument tout les éléments de production d'eau, et les producteurs d'eau sont toujours très surdimensionnés, et donc ils sont très peu utilisés en termes d'asset intensity, et donc là il y a énormément de gains à faire. C'est-à-dire que bien entendu, comme le disait Jean-Emmanuel, à la fin il y a toujours un polluant qu'il faut qu'on traite, et qu'il y a bien entendu un sens à avoir des traitements d'eau pour pouvoir réutiliser cette eau. Mais le premier axe de travail de tout ce qu'on constate tous les jours avec Aquacet, c'est réduire. Et effectivement, réduire, puis réutiliser, et enfin recycler, parce que ça sera indispensable, et c'est une évidence. Mais ce que je voulais partager avec vous comme premier constat, après 10 ans d'activité et plus de 200 sites industriels audités sur tous les continents, sauf l'Océanie, la principale priorité aujourd'hui devrait être, comme le conseille la norme ISO 46001, de se concentrer sur la réduction et de se concentrer sur les usages. Je vais vous partager une expérience que l'on a menée grâce à un très beau client qui s'appelle Seva Santé Animale, dont le siège social est basé à Limourde et qui est dirigé par M. Marc Prikarski, et qui est quand même une des premières entreprises françaises de santé animale et le 5e acteur au niveau mondial. C'est une marque qu'on connaissait assez peu. Maintenant, les amateurs de rugby la connaissent parce que c'est le sponsor maillot de l'UBB, champion d'Europe l'année dernière. Donc du coup, ça leur a offert une belle notoriété, mais sinon avant cela ils étaient quand même relativement confidentiels, mais c'est un acteur vraiment très important avec 31 sites de production et 21 centres de R&D dans 47 pays avec 70 000 employés dans le monde.
Donc c'est des gens qui sont effectivement déjà très engagés dans l'efficacité hydrique depuis plus de 5 ans et qui sont en pleine transformation. Ils sont en train de refondre complètement à la fois leur site de production, le siège social de l'entreprise. Enfin, il y a vraiment énormément de réorganisation en termes structurels, de structure et d'infrastructure du groupe Ceva Santé Animale à Libourne. Et puis Libourne, oui, c'est une région en stress hydrique également, même si effectivement la plupart de la zone a quand même la chance d'être alimentée en eau potable par les eaux de l'Éocène moyen et inférieur, et donc ce sont des nappes profondes extrêmement protégées. Mais par contre en surface il y a quand même beaucoup d'enjeux sur le fait que, comme partout en Nouvelle-Aquitaine, l'eau serait raréfie et qu'en 2050 l'eau qui manquera à l'étiage de l'été 2050, si l'on en croit les chercheurs, ce sera 1,2 milliard de mètres cubes à l'étiage, sachant que la grande sécheresse d'il y a 2 ans c'était moins 238 millions de mètres cubes. Donc à moins 1,2 milliard de mètres cubes, on doit choisir. Je refroidis les centrales nucléaires, j'arrose les champs, j'alimente la population, mais tout en même temps, tout le temps, ce sera extrêmement difficile. Et donc l'objectif de M. Marc Pekarski, c'était de faire du site de Libourne un site référence pour la pharmacie vétérinaire et un programme pilote à déployer sur l'ensemble des sites. Et il nous a demandé vraiment d'avoir aucune limite, d'imaginer peut-être même presque l'inimaginable, mais en tous les cas et je reprends ces mots, diminuer le niveau de dépendance de notre industrie à l'eau. Diminuer le niveau de dépendance. J'ai trouvé ça assez intéressant comme approche parce qu'en général, on nous demande « je veux diminuer ma facture d'eau, je veux diminuer les emmerdes, je veux pouvoir produire quand l'Adréal me dit que je ne peux plus ». Mais diminuer le niveau de dépendance, c'était un propos que j'avais vraiment jamais entendu, même si ça fait quand même un paquet d'années que je fais ce métier. Et donc, du coup, on s'est intéressé d'un très beau site qui contient 32 bâtiments, 500 personnes, en activité en 3-8, 6 à 7 jours sur 7 suivant les périodes. Bien sûr, alimenté en eau potable, industrie pharmaceutique, ils ont des contraintes réglementaires extrêmement importantes, avec de la production d'eau purifiée, de la production d'eau injectable. Donc, ça veut dire qu'effectivement, eux, le niveau de qualité des eaux dont ils ont besoin quand on doit diluer quelque chose avec de l'eau qu'on peut injecter à un mammifère, là, on n'en est pas à de l'eau potable. On en est à une eau dans laquelle il n'y a plus de virus et il n'y a même plus les morceaux de cadavres bactériens parce que sur les morceaux de cadavres bactériens pourraient exister des toxines. Donc on est dans des niveaux de purification de l'eau qui sont des eaux extrêmement chères et coûteuses et difficiles à produire et à maintenir en qualité. Donc pour eux, c'est un enjeu fondamental, effectivement, l'eau. Et puis leurs principaux usages, comme d'habitude, le nettoyage en place et en laverie, l'introduction dans les produits finis, la fameuse eau ingrédient, mais aussi toutes les eaux industrielles, la chaufferie, la vapeur, les CTA, les refroidissements des centrales de traitement de l'air, la création du vide, etc., etc. Bien sûr, une station de pré-traitement avant rejet à la station municipale. Et puis, des enjeux hauts qui étaient multiples. Encore une fois, réduire le niveau de dépendance. Ça veut dire à la fois réduire les prélèvements et les consommations. Ça veut dire sécuriser la capacité de production, c'est-à-dire de pouvoir produire même quand on est effectivement dans une région sous contrainte qui peut être soumise à des arrêtés de sécheresse. Ça veut dire réduire le coût global de l'eau, ou en tous les cas s'interroger sur quel est le vrai coût global de l'eau en intégrant effectivement non pas seulement les coûts directs mais aussi les coûts indirects. Bien sûr, réduire les consommations d'énergie, de réactifs et de consommations diverses liées à l'eau. Et puis, bien entendu, c'est à la fin, mais ce n'était pas le cherry on the cake. Ça fait partie complètement de la réflexion du groupe Ceva Santé Animale, à réduire l'impact environnemental, quelle que soit sa dimension, aussi bien eau que pollution émise que gaz à effet de serre. Là, ce que j'ai voulu représenter, c'est que c'est un chemin. On comprend bien que quand on en est à ce niveau-là et qu'on dit bon voilà, il faut que je réduise mon niveau de dépendance à l'eau, c'est pas quelque chose où c'est même pas seulement une question d'argent. C'est une question d'organisation d'abord. C'est une question de stratégie et puis d'organisation des équipes, de finalement faire infuser cette culture de la sobriété de l'eau. Ça veut dire changer les procédures, ça veut dire parfois changer le supply planning en lui disant « bah non, là on ne va pas changer d'ordre de fabrication parce que le nettoyage il est tellement compliqué que je vais finir ce qu'il y a dans mes cuves et puis tant pis, on va faire les choses de manière un peu différente et on ne va pas toujours être au service du supply. Ça veut dire mettre en place des capteurs, ça veut dire former les opérateurs, ça veut dire héberger ces données dans un système d'analyse de données pour pouvoir identifier clairement quels sont les événements industriels qui sont la cause des différentes problématiques. Et puis donc on fait ainsi un chemin de 2016 jusqu'à 2025 avec effectivement la capacité de produire un schéma directeur eau où l'objectif à terme ce sera peut-être d'être proche du zéro consommation d'eau.
On verra qu'effectivement, il y a aussi des freins réglementaires à cela. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la technique pourrait permettre, mais que la réglementation ne permet pas. Et par exemple, le recyclage des EPU en tant qu'EPU. C'est-à-dire que utiliser des eaux de rinçage finale qui sont effectivement exemptes de produits médicamenteux et qui sont de l'eau osmosée parfaitement pure, on ne peut pas la réutiliser en tête de chaîne, en mélange avec de l'eau potable pour refabriquer de l'eau purifiée. Aujourd'hui, ce n'est pas légal. On doit partir forcément d'eau potable. Alors bien sûr, les grands groupes pharmaceutiques sont en discussion avec les autorités européennes et françaises pour, comme pour l'agroalimentaire, faire évoluer un peu un certain nombre de règles qui permettraient peut-être d'améliorer encore la situation. Bien sûr, zéro rejet de médicaments dans les eaux, mais ça, effectivement, c'est une obligation de toute façon européenne pour les autorisations de mise sur le marché. Mais c'est quand même aussi un vrai enjeu. Quand vous fabriquez des tonnes de médicaments et qu'à un moment, le vecteur de transport, c'est l'eau, il faut que le peu d'eau que vous rejetez, il faut que vous soyez bien sûr qu'elle soit exempte de médicaments. Ça ne se fait pas tout seul quand même, effectivement. Bien entendu, ça permet aussi de valoriser un certain nombre d'effluents, valorisation en termes de réutilisation, etc. Bref, ça permet effectivement, depuis 2016, où on a commencé de les accompagner jusqu'à aujourd'hui, d'avoir pu tracer une route sur ce dernier plan directeur, où malgré ces bons efforts qu'ils avaient fait jusqu'en 2022, de pouvoir à nouveau s'intégrer dans un programme où on pourrait diminuer jusqu'à 80% de l'eau prélevée par ce site pour fabriquer des médicaments. Bien sûr, réorganisation de la production d'eau osmosée, suppression des refroidissements, NEP, optimisation des distillisateurs, dispositifs hydroéconomes, réuse de chaufferie, réuse de l'EPU, etc., etc. Il existe tout un tas de choses qui ont à voir à la fois avec de l'organisation, à la fois des investissements, à la fois effectivement de la réduction des usages, à la fois de la réutilisation et ou du recyclage. Et c'est effectivement nos amis de Ceva qui ont calculé le coût, le ROI calculé par Ceva, mais un ROI effectivement qui permet d'intégrer l'eau, l'énergie, le temps homme et le temps de production de ces différents projets. Et donc on se rend tout de suite compte que par exemple, aller mettre des dispositifs hydroéconomes pour diminuer les chasses d'eau et diminuer les lave-mains, c'est intéressant, ça fait une économie d'eau. Par contre, à amortir, comme c'est de l'eau d'usage pour le temps ne change pas, les réactifs ne changent pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un investissement, on va diminuer un peu la consommation d'eau, mais on n'a pas grand-chose en fait d'amortissement, si ce n'est là ce coût direct d'approvisionnement d'eau. Alors que par contre, quand effectivement on va supprimer des purges, on va optimiser les NEP, on va optimiser le distillateur, celui-là je l'aime bien quand même, optimiser le distillateur, c'est un budget finalement symbolique qui fait 4% de réduction et le ROI en année c'est 0 parce que c'est 0,0 quelque chose quoi. C'est-à-dire que là encore, là on est dans une réduction qui a à voir avec des changements de règles d'automatisme, je vous passe les détails, mais où simplement en s'interrogeant sur la manière dont ça fonctionne et sur les quantités disponibles immédiatement en fait. Sur quelle est la réelle quantité dont j'ai besoin de disponibilité immédiate d'eau distillée. Et en fait que forcément tous les ingénieurs qui sont passés avant nous, qui vivaient dans un monde merveilleux où l'eau était inépuisable, inaltérable et gratuite, ils prenaient tous des coefficients x 1,5, comme ça ils étaient sûrs que jamais la prod ne se trouvait arrêtée parce qu'il manquait d'eau distillée. Sauf qu'à un moment, le problème c'est que c'est pas du tout adapté à ce qui se passe dans la vraie vie et dans leur vrai contexte. Bien sûr, on se pose des questions sur le CAPEX, sur les savings, mais aussi sur la difficulté. C'est pour ça que Reuse EPU, par exemple, 18% du site, il est en rouge. Il est en rouge pas à cause d'une difficulté technique, parce que je rappelle, on prend de l'eau potable, on l'osmose, on l'UVise, on la distille, on la recondense, on la distribue à 85 degrés dans une boucle qui tourne à 2 mètres secondes pour faire des nettoyages. À un moment, j'utilise de l'eau de rinçage de cette eau absolument parfaite que j'obtiens dans une cuve après un tri qui fait que c'est toujours de l'eau parfaite. Le seul souci, c'est que là, j'ai un verrou réglementaire, c'est-à-dire que je ne peux pas la reprendre cette eau pour la remélanger avec de l'eau potable pour pouvoir la réutiliser. Alors que techniquement, si l'on parlait en quantité de matière dissoute dans cette eau, l'eau potable contient plus de matière dissoute et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin pour être homéostasique, donc on a besoin de sel, etc. dans l'eau. Mais là, on est dans un applicatif où en fait, entre guillemets, l'eau potable est moins adaptée que l'eau déjà déminéralisée pour pouvoir fabriquer cette eau purifiée. Les freins rencontrés en industrie, il y en a quand même. Le premier, c'est clairement, et c'est pour ça qu'on communique beaucoup sur notre iceberg, c'est la mauvaise appréciation des enjeux économiques. C'est-à-dire qu'il y a un vrai manque de compréhension que l'eau, elle est partout, comme je vous l'ai dit, et que c'est un enjeu, un levier de performance globale, à condition qu'on s'intéresse à la performance des usages et pas uniquement à ça coûte du pognon de la traiter.
C'est-à-dire qu'il faut changer le mindset, se rendre compte de combien ça coûte. L'un des premiers groupes qu'on a rencontré, qui est un grand groupe de la chimie français, qui a fait des coûts de mètre cube du mètre cube qui manque. Et eux, ils arrivent à des coûts dans des usines où le mètre cube qui manque, ça peut être plusieurs centaines d'euros du mètre cube qui manque pour produire. Et donc, effectivement, ça change la logique. C'est-à-dire que l'eau est un indispensable à la production parce que pour laver, pour rincer, pour dissoudre, pour cuire, pour etc. Et donc, en fait, on est dans un monde dans lequel l'eau est en raréfaction. En tous les cas, sa disponibilité en quantité et en qualité immédiate est moindre. Et donc, il va falloir se reposer la question, non pas seulement sur les coûts d'accès, mais sur un coût global de l'eau. Et l'eau est un levier de performance, effectivement. Une mauvaise appréciation de la nature du problème technique. Effectivement, il y a un vrai problème quand on joue sur le cycle de l'eau d'un site industriel, on joue sur plein d'autres paramètres. Mais vraiment plein, notamment l'exemple le plus facile, c'est effectivement l'histoire de la steppe où j'ai diminué de 50% ma consommation d'eau. Par contre, j'ai des effluents qui sont tellement concentrés que mon aérateur, mon bassin d'aération faible charge avec temps de séjour de X heures et vient doubler son temps de séjour et du coup ma capacité d'aération est plus du tout adaptée et du coup je fais des départs debout dans tous les sens et je me retrouve non conforme en matière en suspension simplement parce qu'on est en train de lui faire entrer des choses qui sont plus du tout ce pourquoi il était prévu pour faire. Il y a aussi effectivement quelque part parfois cet aspect multitâche, c'est-à-dire que déchets, énergie, eau, il y a plein de vecteurs comme ça de performance et que c'est pas tous les jours qu'on rencontre effectivement quelqu'un qui est un vrai spécialiste de l'eau. Alors aussi dans des grands groupes industriels qui sont nos clients en général, tout en haut il y a dans la direction technique, un expert effectivement qui connaît très bien ces questions, qui est tout à fait au fait de tout ce qu'on raconte. Et d'ailleurs, quand on se pose à son bureau, qu'on commence à déblatérer, au bout de 30 secondes, il dit « T'es mort, c'est bon, ça, je suis au courant ». Mais c'est quand même pas le cas sur tous les sites industriels. Et finalement, cette méconnaissance du monde de l'eau, cette espèce de croyance un peu futile qu'elle est à profusion, elle est illimitée, elle est inépuisable, inaltérable, nuit quand même à une prise en compte réelle de la problématique de l'eau. Et puis un déficit de données. Moi, je rencontre encore des usines où il y a un petit monsieur qui fait le tour de 40 compteurs, parfois une fois par mois, avec son petit carnet pour me le saisir dans un fichier Excel, et où en fait ces données ne sont jamais utilisées. Alors forcément, quand on leur montre que nous, on récupère tous les compteurs, toutes les données, tous les mots automates à la minute, et qu'on voit instantanément qui consomme quoi, quand, pourquoi, effectivement, il y en a même qui nous ont dit « Non, mais c'est la NASA, votre truc là ». Parce qu'effectivement, c'est un changement de monde. Et comme le monde évolue autour, il faut faire évoluer nos pratiques à l'intérieur de l'usine pour pouvoir mieux comprendre nos niveaux de dépendance et encore une fois mieux décrire nos usages qui sont vraiment la clé de la sobriété. Donc il y a un vrai déficit de données, parfois, ce n'est pas le cas pour tous. Forcément, effectivement, le site de Ceva Santé Animale, ils n'avaient pas attendu pour mettre des capteurs un peu partout, mais c'est un site pharmaceutique, etc. etc. On ne fait pas non plus que des produits pharmaceutiques en France. Et puis, il y a une espèce d'idée sur laquelle, vous l'avez bien compris, je lutte en back-office, sur cette idée de dire « Non mais vous emmerdez pas, arrêtez de réfléchir, on va tout traiter ». C'est une impasse. C'est une impasse technique. En tant qu'ingénieur en traitement de l'eau, je l'affirme haut et fort. Et c'est une impasse économique parce qu'on va surdimensionner tous les équipements de traitement. Le seul moyen, c'est d'agir sur les causes racines. Et encore une fois, je le dis souvent à mes clients, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, un atelier de crème de pasteurisation. Non, le débourrage du pasteurisateur, ce n'est pas à destination de la steppe. Parce que c'est 99% de crème avec 1% d'eau. Donc elle n'est pas faite pour ça en fait. Et si vous espérez que dans vos tuyaux à 2% de pente, je vais faire un mélange homogène de cette crème que je vais pousser avec de l'eau chaude, non, ça ne marche pas non plus. Et donc cette phase-là, elle n'est pas du tout faite. C'est un déchet en fait, un déchet à trier. Et 80% des pollutions industrielles que l'on mesure, en règle générale, sont dans 15 à 20% des volumes. Et il y a vraiment énormément à faire sur le fait de croire que tout mélanger, d'imaginer un effluent moyen 24 heures qui va permettre de tout traiter. L'effluent moyen 24 heures, c'est le seul effluent qui n'existe pas. Il est réglementaire, il n'est pas performant. Voilà, parce qu'on n'arrive jamais à faire un mélange homogène. Les eaux chaudes, les eaux froides ne se mélangent pas. Les eaux salées, pas salées ne se mélangent pas. Et donc, en fait, on raisonne sur des moyennes en oubliant les extrémums. Et ce qui fait dysfonctionner les équipements de traitement des eaux, notamment épuratoires, c'est clairement les extrémums. Et donc, il est très important d'éviter le technosolutionnisme et de croire qu'on va pouvoir s'empêcher de réfléchir et s'offrir bonne conscience en complexifiant la manière dont on traite l'eau. Pas du tout. Il va falloir avant tout et en priorité réinterroger nos usages.
la manière dont on l'utilise et sur la manière d'être sobre. Et puis, effectivement, il y a souvent des organisations adaptées parce qu'il peut y avoir beaucoup de silotage du management, mais il peut y avoir aussi beaucoup de silotage des données. Nous, c'est pour ça qu'on a fait un métaviseur, un superviseur de superviseurs, parce que les forages ou l'adduction en eau potable, c'est un système de données. Le système de traitement de déminéralisation de la chaufferie, c'est un système de données. Les osmoseurs en avant de la prod, c'est un système de données. La production, à l'intérieur de la production, elle a des données eau. Elle surveille les températures d'échange, de sortie de ces échangeurs. Mais c'est une donnée qui est liée à l'eau. Et puis ensuite, il y a la station d'épuration ou de pré-traitement avant rejet dans une station communale pour lequel, effectivement, eh bien, là encore, c'est un système de données. Et il est assez difficile de trouver des clients, ils sont très rares, hein, sur 200, moins de 5, qui avaient déjà centralisé toutes leurs données eau dans un seul et même point sur lequel on pouvait interroger ces différentes séries de données pour pouvoir essayer d'en extraire une information utile et utilisable pour les transformer en actions concrètes. Moi, je reçois 26 millions de données par jour, je m'en fous. Hein. La donnée pour la donnée, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fabriquer de la valeur au sein de ces données. Et pour fabriquer de la valeur, il faut que je restitue cette information de manière intelligible à des gens qui agissent. Mon métier, c'est de transformer des données en actions concrètes. Et certainement pas d'héberger des données, même si si nous avons dû apprendre à le faire. Transformation numérique. Bon, transformation numérique, à un moment, c'est presque l'histoire le plus simple, hein, parce que tout le monde a un téléphone. Et aujourd'hui, ne serait-ce que pour vous déplacer, que ce soit en vélo, à pied ou sur l'autoroute, vous avez Waze, vous avez Maps, vous avez Plan, etc. Et moi, mes enfants, s'ils doivent conduire, ils utilisent Waze. Et puis, s'ils font un tour en vélo, ils utilisent Plan, parce que c'est plus pratique, c'est mieux fait, et tout, etc. Et donc, en fait, finalement, c'est très simple. Nous, on va récupérer l'ensemble des informations produites sur un site industriel sur le cycle de l'eau. Et donc, on va se taper un maximum de données. Et puis, on va essayer de proposer une vision systémique, globale, intégrée. On va décompartimenter l'information pour faciliter l'intelligence collective. C'est très important. Hein. Quand le mec de la prod, il a compris que quand il ouvre cette vanne, il fout toutes les autres personnes derrière en problème, il n'a plus envie de le faire. Du coup, il s'interroge différemment. Mais encore faut-il qu'il ait cette information. Et là encore, c'est une histoire d'optimiser la performance hydrique globale. Le point important, c'est que j'ai pas mis de diapo, mais j'aurais pu le mettre. Lors d'une première connexion, donc 140 usines dans 23 pays, à la première connexion, il y a à peine 50% des données qui tiennent la route. Erreur d'unité, erreur d'adressage sur les automates, problématiques diverses et variées de capteurs qui est débranché, courant parasite et autres billevesées font que, en fait, effectivement, quand on essaye d'analyser vraiment concrètement, à la fois à l'œil humain, mais surtout par des machines, quel est l'aspect concret et réel des données que l'on reçoit, et dans un certain nombre de cas, on est vraiment effectivement surpris. Et souvent, c'est des bêtises. C'est une erreur d'adressage, c'est une erreur d'historisation qui n'est pas à la bonne fréquence, c'est je croyais que j'historisais la valeur moyenne sur une minute, en fait j'historise the last ou the first. C'est juste un clic pour un automaticien qui un jour a programmé cet automate pour historiser la donnée de cette information-là. Mais si on ne fait pas le boulot effectivement de se taper le pénible, ça c'est pénible, d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans les bases de données pour de vrai, on passe à côté de beaucoup de valeurs. Et donc nous, il y a plusieurs étapes. Voilà. Ce qui est important, c'est la fiabilisation des données. Je reçois des données. OK, d'abord, je vais faire des calculs de génie des procédés. Est-ce que mon bilan massique top juste au nœud, etc. Des trucs tout bêtes, la physique de base, quoi. Et si quand j'arrive juste avec le génie des procédés de base que ça fonctionne, alors là, je peux aller plus loin, je peux mettre des stats. Puis les stats, ça me permet de fiabiliser aussi un autre niveau de données de calcul que je fais. Puis une fois que j'ai fiabilisé par le génie des procédés et fiabilisé par les stats, on peut commencer à s'envoyer en l'air et à utiliser des modèles mathématiques extrêmement évolués qui sont dits parfois d'intelligence artificielle, qui permettent de prédire tout un tas de choses. Et c'est vrai, par contre, une IA, c'est un autiste, et donc dans sa zone de confort, il est extrêmement performant. Par contre, vous ne pouvez pas lui demander de prendre le métro tout seul parce qu'il n'y arrive pas. Et ce n'est pas du tout une critique, c'est simplement pour essayer de faire comprendre qu'effectivement, il faut que c'est efficace que dans un système de données qui est extrêmement cadré, extrêmement précis, avec des règles d'entraînement régulières, etc. Ce qui est un peu ce qu'on oublie dans le candidaton quotidien sur ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle. C'est très puissant, ça permet de prédire les consommations énergétiques, ça permet de prédire la qualité de l'eau après traitement, etc. Ça permet de faire plein de choses formidables, mais à une double condition, c'est qu'on ait fait le travail d'onboarder la donnée, de la fiabiliser, de la qualifier, et qu'une fois qu'on a fait ce double travail chez Aquacé, on dit d'élaboration, fiabilisation, qualification, élaboration. Cette élaboration de la donnée permet de faire tourner des modèles extrêmement complexes.
Voilà. Après, nous, on aime bien Grafana. Hein. Il y a 12 ans, il fallait choisir. On a pris Grafana. Bien nous en a pris. On aurait pu prendre Kibana. Ça aurait été un peu plus compliqué pour nous. Voilà. Donc, forcément, on fait plein de maths, énormément, avec des interfaces qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, je vous renvoie à votre téléphone. Hein. Votre téléphone, il y a plus de puissance de calcul dans votre iPhone que ce qui a envoyé l'homme sur la Lune. Hein. Donc, franchement, ça fait tout ce que vous pouvez imaginer. Du rapport, des alertes extrêmement élaborées, des notifications. Enfin, des représentations graphiques extrêmement variables, etc. Tout ça, c'est effectivement très facile et vous le comprenez intuitivement parce que c'est le monde dans lequel vous vivez. Dans un des groupes avec lequel on en a déployé dans plus de 40 usines, dans plus de 20 pays, le premier truc, ça fait gagner du temps. Parce que tous les calculs qui étaient faits à la main ou dans une macro Excel d'un truc qui était partagé entre plusieurs, là, on a tout mis au même endroit, toutes les données sont centralisées, ça fait gagner du temps à tout le monde. De l'opérateur qui exploite l'osmoseur au directeur d'usine qui veut savoir combien ça lui a coûté à l'euro du mètre cube qu'il a traité. Ça permet de détecter précocement des incidents. Facile, hein, D2X sur D2T, n'importe qui ouvre un bouquin de Mécaflux, vous allez voir, tout est en dérivative. Là, Mécaflux, c'est D2X sur DT, ou D2X2 sur DT2 si vous voulez. Mais enfin, globalement, ça, il faut être capable de faire des analyses de dérivés. Et ça permet de détecter précocement des incidents. Bien sûr, ça permet de détecter du coup des événements qu'on ne repérait pas avant, hein, parce qu'on ne les étudiait pas vraiment. Ça permet de fiabiliser la donnée, ça améliore le rendement et ça améliore la connaissance des installations. Bon, ils ont été sympas, ils ont dit aussi effectivement que c'était une prise en main facile et intuitive pour 92% des utilisateurs. Mais encore une fois, c'est basé sur des technologies qui sont dans votre téléphone, donc tout ça, c'est extrêmement clair, ça n'a pas de problématique de prise en main. Quelques exemples. Ça, c'est une vue horizon. Moi, c'est une vue que j'aime bien. Ça a été inventé par Berkeley, Stanford and Berkeley. C'est une manière de représenter les grandeurs dont les valeurs absolues sont très différentes. Entre une conductivité, des mètres cubes, une température. La température, ça varie de quelques degrés. La conductivité de quelques centaines de microsiemens et des mètres cubes de quelques unités à plusieurs centaines. Assez difficile de pouvoir faire des corrélations. Donc, il existe des petits outils qui permettent de faire des représentations graphiques qui permettent de détecter instinctivement les corrélations en voyant des barres de couleurs, quoi, hein, simplement, hein, ça fait ça, quoi. Et donc là, on s'était rendu compte effectivement que 500 mètres cubes jour et 0,7 tonnes de DCO par jour, soit 9% de la charge de l'effluent, étaient juste liés à quelque chose qui était identifié mais mal quantifié, hein, et que nous, on a identifié un peu par hasard finalement. Une plateforme industrielle où là, on a produit beaucoup de données, 223 séries de données, 12 mois d'historique, 117 millions de données analysées. Hein, mais à un moment, cette plateforme industrielle qui fait quand même plusieurs centaines d'hectares, hein, c'est ça l'ambition, hein, c'est ça l'ampleur, on en est arrivé à pouvoir effectivement identifier des pistes de réduction principalement sur 56% des usages. Et puis, dernier cas, parce qu'on vient de s'attaquer aux usines d'eau potable et aux stations d'épuration grâce à notre partenariat avec le groupe SOR. Et en fait, là, dans ce cas-là, c'est une grande ville de France. On a réussi à diminuer les pertes en eau de la station de traitement de potabilisation de quelques dizaines de pourcents. Au final, 10 000 mètres cubes par mois. Mais finalement, ces 10 000 mètres cubes par mois, s'il avait fallu les chercher dans des fuites dans le sous-sol, le coût aurait été des millions d'euros. Hein. Alors que là, en fait, finalement, ça leur a coûté pas grand-chose, puisque dans ce cas-là, en fait, c'est encore une fois une optimisation des process automatiques qui avait lieu, qui était liée en fait aux procédures de lavage des membranes d'ultrafiltration dans ce cas-là. Bref, mon temps se termine. J'espère avoir dignement pris la suite de Jean-Emmanuel. L'idée dans tout ça, ce qu'il faut en retenir, c'est que, bien entendu, l'idée principale, c'est l'eau est un levier de performance globale parce qu'elle est encore une fois partout. Partout. Elle est dans n'importe quelle activité industrielle, elle est partout. Donc, c'est un levier forcément de performance globale parce que son usage guide en fait toute la performance industrielle. C'est dans le manque de qualité de l'eau qu'il y a l'entartrage qui fait la perte de performance énergétique sur les échangeurs de chaleur. C'est dans l'eau et son mauvais équilibrage que se trouve la corrosion des actifs investis. Donc le coût de la corrosion, le coût de l'entartrage, le coût de la non-qualité des produits qui sont produits de mauvaise qualité qu'il faut détruire parce que l'eau n'était pas à la bonne qualité, au bon moment, à la bonne quantité. Donc l'eau est un levier de performance globale. Et s'il y a une chose, enfin la deuxième chose à retenir, l'eau c'est un levier de performance globale et ce qu'il est indispensable de faire d'abord, c'est de réinterroger nos usages. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, on a eu beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez une question ou deux? Il nous reste, allez, une minute. On a une question. Non, c'est tout bon. Je crois qu'on a déjà traité beaucoup de sujets. Merci à tous les deux. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée.